BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'approche de Pâques. Comment les chocolatiers se renouvellent-ils année après année? Les cours de cacao flambent, le prix de la tonne de cacao à New York est au plus haut depuis 1977. Alors quel impact sur la fabrication de chocolat? Va-t-on vers une pénurie de cacao et donc de chocolat de qualité? On en parle dans un instant avec mes invités. Philippe Decellier, il est directeur général de l'enseigne Léonidas. Alexandre Canard, cofondateur de Crocola et de Merveilles du Monde. Et notre expert cette semaine, c'est Arnaud Tizy. Il est directeur général adjoint d'Altavia Aura. Sans plus attendre, mon premier invité. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Philippe Decellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne Léonidas. À mes côtés également Arnaud Tizy. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint d'Altavia Aura. Alors manger du chocolat, c'est un plaisir intergénérationnel, qu'on le mange tout seul en cachette ou ensemble en famille. Là, on approche de Pâques. C'est la deuxième période la plus importante pour les chocolatiers après Noël. Comment un chocolatier se réinvente-t-il année après année pour cette période? Alors, chez Léonidas, en tout cas, on a une large gamme de choix, dont des petits œufs. On a 21 sortes de petits œufs et chaque année, on essaie de lancer un nouveau goût pour pouvoir attirer de nouveaux consommateurs, évidemment. On a évidemment aussi toute une série de mises en avant par des affiches, par des décorations, par des promotions qui font que les gens viennent dans nos magasins pour acheter leurs petits œufs pour leur famille ou pour des chasses aux œufs. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est dur de se renouveler année après année? Alors oui, parce que le consommateur change évidemment de plus en plus vite et donc on doit évidemment s'adapter à ce que le consommateur veut. Et donc c'est pour ça qu'on a une gamme extrêmement large. Notre mission, c'est de créer des moments de bonheur pour tous. Et créer des moments de bonheur, c'est évidemment quand les gens mangent le chocolat, mais c'est également le plaisir quand ils sont dans nos boutiques, puisqu'on a 300 boutiques en France. Et évidemment, à ce moment-là, les gens doivent avoir leurs 5 sens en éveil pour avoir ce moment de bonheur le plus important, je dirais. Puis évidemment, quand ils le mangent, c'est extrêmement important d'avoir une réponse à leurs attentes. Et le pour tous, c'est très important pour nous aussi, parce qu'évidemment, on veut être pour toutes les générations, pour toute la population, mais on veut aussi, surtout, être à un prix abordable, parce que depuis la création, plus de 110 ans, notre société existe depuis plus de 110 ans, le message ou la volonté du fondateur était d'apporter le luxe du chocolat au plus grand nombre. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, avec Pâques, évidemment, c'est ce que nous voulons faire aussi en offrant à un maximum de consommateurs une possibilité d'acheter la qualité de Léonidas à un prix accessible. D'ailleurs, vous avez amené ces fameux œufs de Pâques qu'on voit sur le plateau. Alors, les cours du cacao s'envolent à des niveaux stratosphériques. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les principaux pays producteurs de cacao, ont exporté 37% de moins par rapport aux saisons précédentes. Quel impact cela va avoir sur votre production de chocolat, à vous? Alors deux choses. La première, c'est que oui, il y a une récolte épouvantable en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc évidemment, il y a un impact sur c'est une question d'offre et de demande toujours. Donc le prix a augmenté, mais il y a aussi une grande spéculation des spéculateurs par rapport à ces prix qui sont stratosphériques, comme vous l'avez dit. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de ne pas augmenter les prix du chocolat. Donc on a décidé de maintenir le prix comme il est. Parce que nous pensons que nous devons vivre notre mission plus que jamais aujourd'hui alors que les cours sont très élevés. Maintenant, chaque chocolatier va évidemment devoir adapter en fonction de deux choses. Un, le stock qu'il a, parce que parfois il y a des chocolatiers qui ont beaucoup de stock et donc ils peuvent se permettre d'attendre. Et vous pensez qu'on va vers une pénurie de cacao? Alors, je ne suis pas directement en contact avec la Côte d'Ivoire, mais les informations que j'ai aujourd'hui, c'est que probablement Q4 2024 va être quand même un peu risqué au niveau de la quantité de cacao dont nous avons besoin. Et est-ce qu'on peut toujours faire du chocolat de qualité si maintenant cette production venait à manquer? Alors oui, c'est une question de choix, de nouveau, de société, de stratégie de société. J'ai lu dans la presse que certains chocolatiers avaient décidé de réduire la teneur en cacao dans leur chocolat. C'est en tout cas évidemment pas ce que nous allons faire. Nous gardons une qualité de 100% pur de cacao totale et on ne peut en aucun cas, pour une raison de marché momentanée, changer une stratégie. Mais vous pourriez être amené à le faire? Non. Jamais. On ne fera jamais moins de qualité. On trouvera le cacao où il faut. On a déjà eu pas mal de problèmes ces dernières années en Belgique, entre autres, avec une question d'un de nos fournisseurs qui avait des problèmes de qualité. Et on a toujours trouvé les solutions pour faire en sorte qu'on ait de quoi faire plaisir
à nos consommateurs. Alors vous êtes en place depuis 2017. Avant vous, il y a eu 7 directeurs généraux en 15 ans. Il faut dire que Léonidas a connu quelques turbulences dans les années 2000 avec des fermetures, des départs de franchisés vers la concurrence. Quelles ont été les premières actions que vous avez menées pour redresser l'entreprise ? Alors, je dois vous dire que quand j'ai signé en décembre 2016 et j'avais décidé de commencer en mars 2017. Et j'ai lu attentivement les CV des 7 CEO qui m'avaient précédé. Ils étaient tous beaucoup plus intelligents que moi et probablement avec des bien plus beaux CV. Donc, j'étais terriblement inquiet en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir apporter et comment je vais survivre dans cet environnement. Et donc, j'ai décidé de rencontrer plus ou moins 100 personnes individuellement quand je suis arrivé chez Léonidas. Et j'ai eu une chance incroyable, parce que je suis assez chanceux en général, j'ai eu une chance incroyable d'avoir en fait les gens qui me disaient grosso modo tout ce qu'il fallait faire. Et il y avait 3 aspects sur lesquels je voulais vraiment travailler. C'était et ils me l'ont dit que c'était un manque, travailler en équipe. Les départements ne travaillaient pas en équipe, c'était un vrai problème. Et je voulais et je veux travailler en équipe parce que, c'est bon pour le business, et 2, j'ai envie de m'amuser dans le boulot. Et je ne crois pas qu'on peut apporter du bonheur aux gens si nous, dans le boulot, on n'est pas heureux. Donc ça, c'est 1. 2, il y avait un manque de responsabilisation de chaque membre du personnel. Et donc moi, je pense que chaque personne est aussi importante que l'autre. Je veux dire, et sans aucun non-respect, la plus petite ouvrière, à la fin de ma ligne de production, si elle laisse passer une praline qui n'est pas bonne, elle peut détruire toute la stratégie qu'on a créée. Donc, chacun dans son rôle de responsabilité est primordial et doit vraiment bien le faire. Et donc, j'ai donné la responsabilité aux gens. Ça, c'était la deuxième chose que les gens demandaient. Et la troisième chose qui était importante, c'était aussi de montrer plus de respect probablement au personnel. Et je crois qu'aujourd'hui, on travaille main dans la main, le personnel et moi, pour faire en sorte que notre enseigne réussisse. Et c'est ce qui est le cas depuis 7 ans. Voilà, donc plus de travail en équipe, plus de responsabilité, plus de cohésion. Léonidas est un fournisseur breveté de la Cour de Belgique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on est déjà reconnu par la Cour de Belgique comme un produit de grande qualité. C'est une fierté, évidemment. On est un royaume en Belgique, donc on est fiers de cela. Ça a un impact quand même dans pas mal de pays, étonnamment, ou pas. Mais dans certains pays, le Japon, par exemple, sont très sensibles à cela. Donc, et comment ça se traduit ? Ça veut dire que quand on est breveté de la Cour de Belgique, eh bien, les consommateurs, même s'ils ne connaissent pas la marque, ils ont déjà un a priori de confiance par rapport à nos produits. Donc, ça a un impact dans certains pays. Et grosso modo, c'est une fierté dont le personnel est fier. Je suis fier et j'ai eu l'occasion de rencontrer le roi et la reine. Et c'était sympa. Et donc, encore un moment de bonheur. Voilà, et en 2023, d'ailleurs, Léonidas a fêté ses 110 ans. Cette même année, l'enseigne a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11% par rapport à 2022. C'est le plus élevé de son histoire. Alors, vous avez ouvert votre toute première boutique en France, à Lille, en 1968. Le marché, il reste très concurrentiel en France. Pourtant, vous avez un fort plan d'expansion. Vous voulez passer de 300 à 500 boutiques en 5 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, la France est à côté de la Belgique et on a une marque qui a déjà une notoriété de 80%, donc on est déjà connu en France. Deuxièmement, pour avoir une vraie couverture nationale, il faut 500 boutiques en France. Et si vous Pourquoi Parce que c'est le maillage territorial parfait, selon vous, 500 boutiques ? Exactement, et donc quand vous faites de la publicité au niveau national, si vous avez 50% des Français qui n'ont pas accès à une de nos boutiques, c'est comme si on jetait 50% de l'investissement à la poubelle. Donc évidemment qu'il faut un maillage plus grand. Et je dois dire qu'il y a le salon de la franchise pour l'instant à Paris. Et nous avons clairement attiré énormément de nouveaux potentiels franchisés. Parce que ce sont des points en franchise que vous voulez ouvrir principalement. Tout à fait. On est 90% en franchise et donc on veut ouvrir 200 franchises 90%. En plus. 90%, pardon. 90% en franchise. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Et donc, non, mais c'est important. Et la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que cette année-ci, on a ouvert 30 franchises, par exemple. Et ce qui est très intéressant et qui prouve la confiance des franchises dans notre marque, c'est que 50% des nouveaux magasins qui sont ouverts sont ouverts par des franchisés déjà existants qui ont déjà 1 ou 2 ou 3 magasins. Et donc, ça démontre qu'ils savent comment on travaille et ils ont confiance en nous et que les résultats prouvent qu'ils peuvent ouvrir un 2e, 3e, 4e magasin. Donc, ça donne une vraie confiance. Ça montre vraiment le fait que notre système de franchise est terriblement sain en France. Dans vos différents systèmes de proposition de franchise, est-ce qu'il y a un modèle qui surperforme par rapport aux autres ? Alors, on a 3 modèles, qui est le magasin classique spécialisé. On a ce qu'on appelle un shop in the shop dans des villes plus petites parfois où on a un comptoir dans un environnement avec d'autres produits. Ça peut être du thé, du café ou autre. Et on a des Léonidas Chocolate Café où il y a des terrasses et les gens peuvent s'arrêter pour boire un café ou un chocolat chaud. Et aujourd'hui, il faut dire que on a ouvert beaucoup de Léonidas Chocolate Café et que c'est un vrai succès. Parce qu'évidemment, ça permet également
En été, le chocolat se vend un peu moins et ça permet également de continuer à faire un excellent chiffre d'affaires en été via des ventes d'autres produits. C'est vrai qu'on voit un engouement pour ces cafés, comme vous dites. Est-ce que l'Asie représente un terrain d'avenir pour Léonidas? Alors, on est très présent au Japon. On est présent dans quelques autres pays, mais pas de manière massive. La difficulté qu'on a pour l'Asie, c'est que tous nos produits sont frais. On est un des seuls chocolatiers au monde à faire des produits qui ne sont jamais surgelés. Donc, on produit aujourd'hui et on le livre demain. Et après-demain, il doit être vendu et consommé. Je caricature un peu. Mais donc, comme tous nos produits sont frais, évidemment, exporter très très loin pose parfois des problèmes de date de péremption de nos produits. Et donc, il faut vraiment être attentif à avoir les bons partenaires, en tout cas tout le long du supply chain, pour être sûr que nos produits soient vendus avec la meilleure qualité. Parlons tendance. Est-ce que vous voyez un changement en matière de goût de chocolat, plus de noir, moins sucré, plus naturel? Vous avez parfaitement résumé. Plus de noir, moins sucré et plus naturel. Donc oui, on a nous, en ce qui nous concerne, on a une gamme, on a 120 chocolats, ce qu'on appelle praline en Belgique, 120 chocolats. Donc on a pour évidemment tous les goûts, du noir, du blanc, du rubis, de toutes sortes, du lait évidemment. Mais le noir continue à faire des grandes croissances. Moins sucré, évidemment. Le sucre reste un élément majeur et on a une gamme de produits sans sucre ajouté d'ailleurs chez Léonidas. Et d'autres tendances plus sains, c'est ce que c'est plus sain. Par exemple, nous allons en lancer également des chocolats véganes dans quelques mois. Donc, on est vraiment en ligne à l'écoute du consommateur pour répondre aux différents besoins des consommateurs. Et on va tout de suite passer au focus de la semaine. Cette semaine avec vous, Arnaud, on parle de la recherche effrénée du plaisir. Bien sûr, on parle de chocolat. Effectivement, il y a une recherche effrénée du plaisir dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, faite de crise. Et le chocolat est une vraie valeur refuge pour les consommateurs. Une vraie valeur refuge, car souvent transgénérationnelle, faite de petits moments de plaisir accessibles pour les grands comme pour les petits. Et souvent, quand on pose la question aux consommateurs des marques préférées de chocolat, c'est des marques de nos enfances. Des Ferrero, par exemple. Kinder, Lindt. Ou Kinder, ou Lindt, ou quand on voit le succès de Merveilles du Monde et qui est revenu sur essentiellement la nostalgie, et effectivement, on sent que c'est quelque chose d'assez profond dans le consommateur. Et c'est vrai que vous distinguez 3 types de plaisir dans le changement de comportement des consommateurs. Et pour le premier, c'est le plaisir intense. Expliquez-nous. L'intensité du plaisir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a besoin, et toutes les innovations des industriels mettent de l'intensité dans le plaisir, mettent des inclusions, mettent du fourrage, mettent de l'expérience pour que nos sens soient de plus en plus titillés grâce à cette expérience chocolat. Et les initiatives sont multiples. Et par exemple, nous avons la marque Poulain qui va en sortir de ses gammes de produits traditionnels pour aller et investir le segment des céréales. Un des exemples de recherche de plaisir intense. Il y a aussi le plaisir conscient. C'est quoi? Le plaisir conscient, souvent la base du chocolat, c'est d'être bon pour soi, mais aussi pour la planète. Quand on regarde aujourd'hui les tendances de consommation, le fait de proposer une offre qui soit un peu plus respectueuse de la planète est un point important. Vous avez parlé du vegan, effectivement, et aujourd'hui le célèbre lapin d'or de Lindt est décliné également en version vegan. Donc ça, effectivement, ça progresse. Et donc on peut le lier aussi au plaisir sain, c'est le dernier type de plaisir. Un peu plus émergent, un peu plus marginal pour l'instant, mais c'est vrai que le chocolat, initialement, n'est pas perçu comme un produit sain. Il a plein d'autres caractéristiques, mais ce n'est pas ce qu'on voit en premier. Et face à cette recherche de consommateurs de produits un peu plus bons pour soi, pour son bien-être psychique et mental et physique, et le chocolat se réinvente, poussé par les compléments alimentaires. On a quelques marques qui arrivent, notamment Carré Sauvage, qui propose un chocolat dit beauté, qui, après l'avoir mangé, permet de faire dégonfler le ventre. C'est vraiment possible, ça? Je ne sais pas. Mais par contre, il faudra tester, en tout cas. À tester. Et cette recherche de plaisir pour redevenir sérieux se fait dans un contexte quand même assez contraint. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même 58% des Français qui, quand ils réfléchissent à leur marque de chocolat, cherchent une alternative plus accessible. Donc, ce qui fait que, du coup, notamment ce qui peut expliquer la poussée des marques de distributeurs qui, l'année dernière, sur la période de fin d'année, ont réussi à gagner 1% de part de marché. Bien sûr, ce qui s'explique en période d'inflation. Tout à fait. Effectivement. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
Bon, j'ai pas pu m'empêcher, hein. J'ai goûté un petit œuf au chocolat avant de passer à la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, on accueille Alexandre Canard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Crocola. Alors, sous cette marque, vous distribuez des tablettes de chocolat bio depuis février 2021. Et puis, avec Amélie Coulombe, la cofondatrice de Crocola, vous avez réussi à réveiller une belle endormie qui dormait depuis 15 ans. Vous avez racheté les droits d'exploitation de la marque de chocolat Merveille du Monde, qu'on voit sur ce plateau en 2021 aussi, il me semble. Alors, rien n'avait été conservé pour cette marque. Vous avez donc travaillé pendant 2 ans pour lui redonner vie. La première production a été lancée en février 2023 et vous avez vendu 2 millions de tablettes cette même année. Vous vous attendiez à un tel succès dès l'année du lancement? Merci pour l'introduction déjà. Non, c'est vrai qu'on avait de très hautes attentes par rapport au retour de la marque, mais elles étaient... il s'avère qu'on a vendu plus que prévu. D'ailleurs, au moment du lancement, on avait prévu un stock initial. C'est une petite anecdote qu'on aime raconter. On avait prévu un stock initial de plus de 300 000 tablettes et qu'on a vendu en moins d'une semaine. Et on s'est retrouvé un petit peu en rupture pendant un moment, dans une période de contexte où il y avait des difficultés d'approvisionnement sur le papier, etc. Donc, on a dû revoir toute notre organisation. Et c'est vrai qu'une fois tout ça bien mis en place, l'année s'est extrêmement bien passée pour nous et on a atteint ces 2 millions de tablettes vendues, ce qui est très, très fortement au-delà de nos espérances de première année et qui nous donne aussi beaucoup d'ambition pour l'année et les années à venir. Et justement, comment vous adaptez la production et les approvisionnements en cacao? C'est facile? Non, c'est pas facile, c'est beaucoup d'anticipation. On en parlait tout à l'heure, c'est sur un marché qui est en ce moment très tendu et très compliqué. Donc voilà, il faut bien délimiter ses besoins, ce qui est compliqué aussi pour nous qui sommes une marque en forte croissance. Et essayer un maximum d'anticiper son organisation, sa production et son sourcing. Est-ce que le chocolat Merveille du Monde, il ne fait pas un peu de l'ombre à Crocola, vos tablettes bio? Comment vous faites pour faire coexister les deux marques? Alors, c'est 2 projets vraiment différents. C'est-à-dire que Crocola est une nouvelle marque avec aucune notoriété. Et donc, forcément, il y a beaucoup plus de travail de faire connaître la marque dans un premier temps qui prend du temps. On est sur 2 missions de marque aussi qui sont complètement différentes. Crocola, la mission, c'est vraiment mon premier chocolat, l'éducation et l'initiation au bon chocolat, avec des tablettes qui sont 100% bio, 100% naturelles, qui sont en magasin positionnés aussi dans les rayons bio, donc qui ne sont pas implantés à côté de Merveille du Monde ou à côté d'autres marques de grande consommation, plutôt pour les enfants. Et Merveille du Monde, voilà, plus la Madeleine de Proust, un petit peu des consommateurs des années 80-90 qui veulent retrouver leur marque, mais en version encore plus engagée aujourd'hui, avec un sourcing responsable, toujours leur carte à l'intérieur à découper pour continuer la collection et la volonté aussi de partager avec leurs enfants. Et justement, à part cette nostalgie des années 80-90, qu'est-ce que vous satisfaisez comme attente des consommateurs avec Merveille du Monde? On a vraiment voulu en fait faire de Merveille du Monde une marque beaucoup plus engagée pour la biodiversité et le respect des animaux, de la faune et de la flore sauvage. Donc il y a plusieurs choses. Déjà au niveau de notre sourcing, on est sur un sourcing responsable du cacao avec une labellisation Max Havelaar. La deuxième chose aussi, c'est qu'on est en partenariat avec 1% pour la planète, 1% fort de planète. Donc on reverse 1% de tout notre chiffre d'affaires à des associations qu'on a nous-mêmes sélectionnées qui œuvrent sur le terrain au quotidien pour justement prévenir les dépassements d'actions qui pourraient mettre à mal la faune ou la flore sauvage. Et ce qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, Arnaud, dans votre rubrique. Philippe de Sellier, on l'a évoqué en première partie, Léonidas a fait un très bon chiffre d'affaires en 2023, plus 13,6% en Belgique, encore plus en travel retail, plus 54,8%. Qu'est-ce qui explique cette importante hausse du travel retail? On voit dans les différents aéroports, Heathrow, Francfort, Madrid. Vous avez augmenté vos parts de marché, le nombre de magasins? Expliquez-nous. Oui, en fait, on a surtout travaillé pendant la crise Covid. On n'a pas arrêté alors qu'il n'y avait plus de voyageurs. On a continué à travailler pour vraiment semer et augmenter le nombre de points de vente qu'on avait. On a introduit nos produits à Londres, par exemple, à Heathrow, à Francfort, qui sont les 2 plus grands aéroports européens. On a étendu nos gammes dans les différents aéroports et tout cela pendant qu'il n'y avait pas de voyageurs. Donc, en fait, on était un peu à contre-courant et on a vraiment, vraiment semé. Et évidemment, on est prêt maintenant pour récolter ce qu'on a semé, à savoir les voyageurs, sont de plus en plus nombreux et donc on a plus de présence, plus de visibilité, des produits plus adaptés en fonction des différents pays. Et donc on est vraiment les gagnants pour l'instant en travel retail, oui. Alors j'ai vu que sur Trustpilot, l'enseigne a une mauvaise note, 1,6 sur 5. Est-ce que vous regardez de tels avis?
Non, je ne connaissais même pas d'ailleurs, Non. je dois vous dire. C'est-à-dire qu'on vous reproche de fabriquer un chocolat à la fois mi-industriel, mi-artisanal, un service clientèle pas toujours à la hauteur. D'ailleurs, ça fait partie de vos objectifs 2024, l'amélioration du service client. Ça englobera quoi exactement ? Alors, en fait, évidemment, nous, on fait des études de mystery shopping et des études fondamentales. Et c'est un drôle de score, je dirais. Bien sûr, on écoutera et je lirai avec attention ce qu'on doit améliorer selon eux. Bien entendu, on a 1300 magasins dans le monde. Donc, et 1200 franchisés. Donc, il est clair qu'on donne énormément de formations, on donne énormément de online et physiquement à Bruxelles pour que tous nos magasins, tous nos vendeurs et nos vendeuses, franchisés, connaissent parfaitement nos produits, puissent conseiller au mieux les clients et faire en sorte que ces clients aient ce moment de bonheur dans nos magasins. Bien entendu, très sincèrement, ça veut dire qu'il y a plus ou moins 10 000 personnes dans le monde qui travaillent dans les magasins Lévidas. Ce n'est pas que les franchisés qui sont les propriétaires, il y a aussi des vendeurs et des vendeuses qui sont salariés. Il est clair qu'on peut de temps en temps tomber sur quelqu'un qui est malheureusement un peu moins professionnel que quelqu'un d'autre. On peut tomber pendant une période de rush sur une intérimaire ou une étudiante ou un étudiant qui connaît peut-être un peu moins bien les choses. C'est évidemment quelque chose qu'on combat, on continue à former, on fait du mystery shopping en permanence, donc on check, si vous voulez, nos franchisés, pas tellement pour les contrôler, mais plutôt pour les accompagner pour qu'ils deviennent meilleurs demain. Et donc, en fait, c'est une étude, très bien, je la prends et je l'étudierai, et on essaiera d'améliorer, mais fondamentalement, nos résultats sont bien meilleurs. On vient d'avoir une étude en Belgique qui nous a donné une cote de 9 sur 10. Donc, vous voyez, entre 1,5 et 9, il y a quand même une grande différence. Donc, je ne crois pas plus au 9 qu'au 1,5. Je pense que tous les jours, notre job est de faire en sorte que tous les gens qui sont en contact et doivent vendre nos produits doivent être formés au mieux pour offrir cette expérience client unique. Plus d'accent sur la formation. Alexandre Canard, une première campagne d'affichage national de Merveilles du Monde a lieu actuellement. Vous tablez sur une croissance multipliée par 2 pour 2024. Par quels moyens comptez-vous atteindre ce doublement de croissance ? C'est vrai qu'on a fait notre première campagne d'affichage national avec plus de 2800 faces en ce moment. Et on en est assez fiers. Ça permet vraiment de recommuniquer de façon massive sur la marque et sur le retour de la marque. Donc c'est vraiment notre première campagne nationale. Et cette croissance, en fait, elle va venir de deux façons claires. La première, c'est via du gain de distribution chez nos clients. Donc on vend en grande distribution chez tous les distributeurs, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Système U. Et donc chez eux, on va travailler pour être de plus en plus présents. Et le deuxième levier, c'est via nos innovations aussi. On avait 2 tablettes en 2023 qui étaient la référence de chocolat au lait et chocolat noir. Et on arrive avec 2 nouvelles tablettes. Donc on va avoir un nouveau chocolat blond avec toujours les noisettes et les amandes pilées à l'intérieur. Ça, c'est une production spéciale pour Pâques ou c'est... Non, c'est pour toute l'année. C'est pour toute l'année. En fait, c'est 2 nouvelles références, donc le blond et le lait avec les noisettes et amandes caramélisées pointe de sel qui viennent d'arriver au mois de mars et qui vont arriver petit à petit en magasin tout au long de l'année. Je vois qu'Arnaud a envie de goûter, mais allez-y, je vous vois depuis tout à l'heure. J'ai déjà commencé. Voilà, donc c'est via ces nouveaux formats. On travaille aussi sur des formats saisonniers. Alors pour l'instant, on est plus sur du développement e-commerce pour tester les nouveaux formats, entendre aussi ce que les consommateurs ont à dire. Mais voilà, on travaille sur des formats un petit peu verticaux comme ça, sur une boîte comme à l'époque, la boîte iconique des années 80-90 qu'on a revue pour mettre ses cartes à l'intérieur. Donc on l'ouvre et on range ses tablettes et ses cartes. Et puis voilà, il y a aussi le saisonnier en grande distribution à partir de l'année prochaine. On l'a dit, les prix du cacao qui ont fortement augmenté, ça impacte donc votre production en termes de prix au niveau de la tablette de chocolat. C'est vrai que vous tablez sur du chocolat de qualité. Quel impact ça peut avoir ? Alors nous, c'est un petit peu comme mon collègue à côté de moi. On a fait le choix de pas du tout augmenter nos prix. Et on a la chance d'être dans une période où on a beaucoup de croissance. Donc la forte perte en termes de coût d'achat du cacao est compensée par nos économies d'échelle qui aujourd'hui nous permettent de compenser. On a bon espoir de revoir le prix du cacao qui finit par un petit peu rebaisser dans les mois et semestres à venir pour qu'on puisse maintenir ses positions tout au long de la vie de la marque. On devra s'adapter au cas échéant si malheureusement nous n'avons pas le choix. Mais pour l'instant, dans toute l'année 2024, le projet est de maintenir les prix tels qu'ils sont. Voilà, on est rassurés, on va pouvoir continuer de manger du chocolat. On va tout de suite passer aux chiffres. Et le chiffre cette semaine qui est encore associé à la notion de plaisir. Effectivement, nous sommes rassurés et nous sommes 90% aujourd'hui en France à déclarer aimer le chocolat. J'avoue que j'en fais partie.
vous aurez compris. Effectivement, Je pense que tout le monde autour de cette table. Je ne suis pas seul et nous sommes majoritaires. Effectivement, le critère numéro 1, au-delà du fait d'aimer le chocolat, c'est étude après étude, reste le plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France est le 6e pays consommateur au monde de chocolat. Donc on a une belle position, année après année, qui se consolide. Et c'est vrai que ce 90%, il se retrouve finalement chez des consommateurs qui déclarent consommer au moins une fois par semaine du chocolat. Sachant que le critère numéro 1, c'est le petit plaisir, celui qu'on peut effectivement avoir au quotidien avec ces différents formats que tous les industriels se battent pour, innovation après innovation, année après année, nous proposer. Merci beaucoup Arnaud Tizy, merci à tous les trois d'avoir animé cette émission Merci avec moi. Donc évidemment, déguster du chocolat qui n'est pas que l'apanage des enfants, c'est un moment intergénérationnel. Donc soyez gourmands, mais pas trop quand même. On se retrouve très vite sur les antennes de BFM Business.